Mes bien chers abonnés, pardonnez-moi car j'ai péché. Et comme j'ai la flemme de trouver une raison, eh ben on se débrouillera sans. Voilà, c'est tout. Bonjour à toutes et à tous. Trouvons une raison pour laquelle je dois faire pénitence. Bah je sais pas, j'ai traité les gens de connards dans ma dernière vidéo, donc voilà, ça c'est une bonne raison. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, ça va être reparti pour une séquence de pénitence. Pénitence qui va être d'autant plus douloureuse que c'est la 11e déjà, 11e pénitence, et j'étais persuadé qu'un chemin de croix avait 12 stations. Donc je pensais que j'arrivais à la fin, et en fait non. Non, il y a 14 stations dans un chemin de croix. Donc il faut encore que je fasse pénitence pour 3 épisodes après celui-là. Ah, finesse, pourquoi j'ai choisi le chemin de croix? Bref. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, la référence religieuse débunkage et pénitence, c'est le chemin de croix. Donc je suis censé faire 14 stations, 14 vidéos où je souffre. Et qu'y a-t-il de plus douloureux que de regarder ses propres vidéos, les vieilles vidéos? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à notre vieille vidéo Islam et darwinisme, l'origine de la théorie de l'évolution, sortie en 1900, non, pas si vieux que ça quand même, sortie en 2014, le 13 mars 2014, publiée par une petite chaîne que peut-être vous connaissez pas, qui s'appelle Entracte Science. Vidéo qui a fait 38 000 vues, donc ça fait plus quand même que nos vidéos moyennes, donc ça compte pour un débunkage et pénitence. Et c'est un truc que j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie de faire parce que, bah, comme j'ai dit, c'est une vieille vidéo et que généralement, regarder ces vieilles vidéos, ça fait un peu mal au cul, hein, faut bien admettre. C'est une vieille vidéo et j'ai choisi celle-là, bon, pas seulement parce que associer le mot islam, darwinisme et débunkage dans le même titre, ça va faire des millions de vues, mais surtout parce que dans cette vidéo-là, on dit quand même pas mal de, on arrondit pas mal d'angles. C'est une façon de dire qu'on dit beaucoup de conneries sans avouer qu'on dit beaucoup de conneries. On arrondit beaucoup, beaucoup d'angles et je sens que ça va faire mal à regarder et j'ai pas envie de le faire, mais ça fait très longtemps que je dois le faire. Ça fait très longtemps qu'il faut que je reprenne, que je fasse un débriefing de cette vidéo et le fait est que plus j'attends pour faire un débriefing et plus ce débriefing va ressembler à un débunkage. Donc c'est pour ça que je trouve que ça va être parfait pour un débunkage et pénitence. C'est vraiment quelque chose qui va être dur, qui va être très dur. Alors allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science, foire aux questions pour laquelle je reçois Abdesamed. Donc Abdesamed, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vais t'appeler Abdou peut-être. Oui, ce sera plus simple. Ça sera plus simple. Ouais. Abdou, donc tu es diplômé de géologie de l'université d'Oran en Algérie, Exact, ouais. ainsi que de paléontologie à l'université de Montpellier en France. C'est bien ça, ouais. Et donc ensemble, eh bien, nous allons parler de l'origine de la théorie de l'évolution, car peut-être ne le saviez-vous pas, mais les premiers à avoir parlé d'évolution des espèces dans l'histoire des sciences, eh bien, ce ne sont pas des savants occidentaux et surtout pas Darwin. Alors ouais, bah déjà on peut commencer, commençons par le début, le pauvre Abdou que j'ai traîné dans cette vidéo. Non, il était content de le faire, mais si vous voulez, il y connaissait pas plus que ça. Déjà moi, j'y connaissais pas grand-chose sur le thème des savants musulmans médiévaux qui ont parlé d'évolution des espèces avant Darwin. Déjà moi, j'y connaissais pas grand-chose à l'époque, mais alors en plus, lui, je l'ai vraiment traîné sur cette vidéo. Tout simplement parce que je voulais son expérience personnelle sur le sujet, évidemment, vu qu'il a suivi une éducation au Maghreb. Je voulais son avis sur la question parce évidemment, il a pu voir de ses propres yeux ce qu'était l'éducation au darwinisme en Afrique du Nord. Donc bon, bref. Donc le pauvre Abdou, je l'ai traîné là. Mais bon, on a été très contents de faire ça ensemble et puis on était très amis. On est toujours très amis d'ailleurs, même si on n'a plus tellement l'occasion de se voir. Mais on est toujours très amis. Et donc ouais, donc à l'époque, on n'avait pas beaucoup de sources, hein. Je vais vous montrer la quasi. Enfin, on en a quand même cité quelques-unes en dessous de la vidéo. Il y a quand même un paquet de sources qu'on a citées, mais notre principale source pour cette vidéo, c'était cet article. Donc un article de Muhammad Sultan Shah, paru en 2010, je crois, je ne suis pas sûr, et qui donc fait le résumé
des savants pré-darwiniens qui ont parlé de l'évolution. Donc c'est un article qui est quand même assez bien fourni, je veux dire, hein, qui fait une liste de tous les savants musulmans qui ont pu parler de près ou de loin d'évolution. Le truc, c'est que c'est qu'une seule source, hein, il faut bien dire les choses. Il faut bien dire les choses, ça n'est qu'une seule source. Et en fait, je crois que c'est juste un résumé de congrès, en fait. C'est même pas un article. Et les résumés de congrès, ils sont pas toujours peer-reviewés. Donc, bon. Donc, c'était un peu maigrichon, voilà, comme départ, on va dire. On était vraiment sur du départ maigrichon. Alors, depuis, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Mais déjà, à l'époque, il y a des choses qui étaient sorties. Mais depuis, il y a d'autres choses qui sont sorties. Il y a notamment cet article-là. Donc, l'histoire non dite en biologie, celle de la continuité des idées évolutionnaires chez les savants musulmans du 8e siècle jusqu'à Darwin. Donc, et celui-là, c'est un vrai article peer-reviewé qui est sorti dans la revue Journal of Biological Education, qui est sorti en 2018, donc qui est relativement à jour. Et celui-là, voilà, c'est du vrai, c'est du bon. Vous voyez, c'est sorti chez... C'est un journal qui appartient à Taylor et Francis, donc c'est une grande chaîne d'édition scientifique. Vous avez Rui Diogo parmi les auteurs, qui est aussi un grand... Je crois que c'est un paléontologue. En tout cas, ça fait partie des gens qui travaillent en biologie évolutive de façon régulière depuis déjà bien des années. C'est un nom qui revient très souvent. Donc bref, il y a quand même un plus grand gage de qualité dans cet article-là que dans l'article de Sultan Shah, qui même s'il est très fourni, et les deux articles d'ailleurs racontent à peu près les mêmes choses, quand même j'aurais plus tendance à faire confiance à celui-ci. Voilà. D'autant que l'article de Sultan Shah diffère de celui de Malik. Je crois que le premier auteur c'est Malik, voilà. Amina Malik, diffère surtout par la fin, la conclusion. La conclusion, c'est que de l'article de Sultan Shah, c'est que Darwin avait très bien pu lire. D'ailleurs, lui, il dit actually studied about evolution from his grandfather, and his grandfather was actually connected to. Donc voilà, Darwin a appris de l'évolution de son grand-père, et son grand-père avait lui-même appris. Apparemment de savants musulmans, enfin, en lisant les revues musulmanes. Et là, il connaissait donc les écrits arabes et musulmans, voilà. Donc Darwin aurait été capable de lire l'arabe et aurait donc lu les savants musulmans. Bon, c'est conjectural au mieux, hein. Comme on le dit dans la vidéo, ça n'a jamais été dit dans aucune des biographies de Darwin qu'il savait lire l'arabe et qu'il avait eu ses idées à propos de la théorie de l'évolution depuis des écrits des savants arabes, donc enfin arabo-musulmans. Voilà, donc voilà, cet article-là, il est quand même un peu plus fourni, un peu mieux sourcé. Et il y a aussi d'autres écrits qui ont été publiés. Alors notamment celui-là, la couverture, je suis désolé pour la couverture, c'est pas moi qui décide de ce qu'on met sur les couvertures des livres, mais Islamic Theory of Evolution, The Missing Link Between Darwin and the Origin of Species, par Shavana, qui est sorti en 2010, qui est apparemment un bouquin de référence quand il s'agit de lier théorie de l'évolution et savants musulmans médiévaux, mais le problème c'est que la couverture, elle envoie pas du rêve, la couverture, on dirait un gag, sérieusement, mais en tout cas voilà, apparemment ça c'est une référence quand il s'agit de discuter théorie de l'évolution et savants musulmans de l'époque médiévale. Et évidemment, il y a les écrits de Nidal Guessoum, un astrophysicien, mais qui est versé dans à peu près toutes les sciences et qui discute beaucoup justement de l'histoire des sciences dans le monde arabo-musulman. Donc Nidal Guessoum, aussi une grande référence pour cette question-là. Bon, bref, continuons. Donc on était parti, ouais, on partait un peu léger, on va dire. On était monté léger au démarrage, mais on y a mis de la bonne volonté. Mais en réalité, eh bien, ce sont des savants arabes issus du monde musulman médiéval, donc à une époque où... Bon, déjà, ouais, c'est une erreur que je viens de refaire à l'instant. Parler de savants arabes, non, on parle de savants musulmans. Les savants arabes, c'est ceux qui viennent de la péninsule arabique. Les savants musulmans, c'est ceux qui viennent du monde musulman en général, quoi. Donc le monde musulman médiéval qui recouvrait à peu près tout, depuis l'Espagne jusqu'à l'Inde, enfin jusqu'aux Indes, et même encore plus loin, jusqu'aux Philippines, hein. Donc il y a
c'est quand même un peu plus que seulement la péninsule arabique. Ceci dit, les savants dont on va parler là viennent essentiellement du Maghreb et du monde persique. Donc c'est vraiment le monde arabo-musulman. C'est-à-dire quand on pense islam, c'est quand même la région qui s'étend sur le Maghreb, l'Arabie et puis le Moyen-Orient qu'on visualise, quoi. C'est pas les Philippines non plus ou l'Espagne. Ceci dit, il y a un savant espagnol dans le tas, Ibn Tufail, donc Ibn Tufail, qui apparemment est né en Espagne en 1110, donc à l'époque où l'Espagne était encore, voilà, où l'Andalousie notamment était encore musulmane. Donc il y a quand même eu des savants qui venaient d'horizons beaucoup plus variés que juste le Maghreb, le Moyen-Orient et l'Arabie. Ou en Europe, eh bien, on se vautrait un peu dans le Moyen-Âge. Ah ça m'a été. Je vais pas m'arrêter tous les deux phrases comme ça, mais dire qu'on se voterait dans le Moyen-Âge, il y a tout le monde qui m'est tombé dessus sur ça, mais bon, faut bien admettre que le Moyen-Âge, c'est pas non plus notre période de gloire niveau évolution des sciences, on va dire. Voilà. Niveau évolution technologique non plus. Il y a des avancées technologiques qui ont été faites au Moyen-Âge, mais enfin, on va quand même dire que niveau progression scientifique, on retient surtout, en Occident du moins, on retient surtout la Grèce antique et la Renaissance et ce qui est venu après la Renaissance, notamment les temps modernes. Le Moyen-Âge, c'est quand même pas, on retient pas le Moyen-Âge surtout pour ses avancées scientifiques. Donc il faut enfin, je veux dire, on peut glorifier le Moyen-Âge pour beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est vous qui décidez, mais niveau scientifique, on peut pas dire qu'en Occident, c'était quand même le. Voilà, c'est évidemment, en plus, c'est de l'enregistrement en direct, quoi. Donc j'essaye un peu de me défendre. Voilà, je dis ce qui me vient, on va dire, à ce moment-là. Bref. Les savants arabes, eux, parlaient déjà astronomie, ils parlaient chimie, ils parlaient culture et ils parlaient évolution des espèces aussi. Et beaucoup de mathématiques aussi. Et beaucoup de mathématiques, exactement. Médecine, ils surpassaient le monde occidental dans bien des domaines. Alors pour ceux qui n'ont... Pour ceux qui n'ont pas compris, cette vidéo est ma vidéo probablement la plus islamo-gauchiste. Voilà, donc on vient de faire la vidéo féministe juste avant, maintenant on fait la vidéo islamo-gauchiste. Non, mais évidemment, ça m'a été énormément reproché de vouloir mettre l'islam au centre de tout, comme beaucoup de gens qui sont islamo-centrés veulent le faire. Non, hein, il s'agit juste évidemment de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire qu'il y a des savants qui ont parlé d'évolution des espèces avant Darwin, et c'est normal de parler d'eux. Et il se trouve que culturellement, ils étaient tous associés au monde musulman. Qui aurait peut-être besoin d'une petite remise à niveau. Il faut savoir que le Moyen-Âge, donc, il commence officiellement en 476 à la chute de l'Empire romain d'Occident. Et qu'à partir donc du début du Moyen-Âge, eh bien, c'est le monde arabe, le monde musulman, qui va prendre le relais des savants et des philosophes grecs et qui va sauver littéralement le savoir et décupler ce savoir. En fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que il n'y avait pas que les Arabes, mais il y avait aussi les Chinois, la civilisation chinoise. Donc eux aussi, je pense qu'ils avaient beaucoup de contributions là-dessus. Donc je pense qu'il y avait un certain couplage entre les Arabes et aussi les Chinois, sachant qu'il y avait beaucoup d'échanges entre ces deux civilisations. C'est vrai qu'ils étaient à l'interface. Ouais, mais hélas, pour le moment, en fait, on connaît vraiment pas beaucoup de choses. Pour ce qui s'agit de la civilisation arabe et non plus l'interaction entre cette civilisation et la civilisation chinoise. Donc j'aimerais bien juste faire un petit accent là-dessus. Justement, ouais, tu dis qu'on sait assez peu de choses sur ce monde arabe, mais finalement, au niveau de l'éducation... Toujours l'amalgame entre le monde arabe et le monde musulman. Est-ce qu'il faut... Ouais, il y a des questions qui m'ont été posées là-dessus dans les commentaires, notamment pourquoi la chute de cet empire musulman. Bon, déjà, enfin, l'empire musulman n'est pas resté une entité pendant très longtemps, hein, ça a duré un siècle, je crois, et après ça s'est fragmenté, et puis ça s'est réuni et refragmenté, et la dernière réunion en fait d'un empire musulman centré autour de la Méditerranée, ça a été l'Empire ottoman, qui lui-même s'est refragmenté en 1918 quand l'Empire ottoman a perdu la Première Guerre mondiale. Et qu'il est devenu la Turquie. Donc c'est une très longue histoire de la fragmentation de cet
cette unité entre guillemets musulmane, si elle a jamais existé, cette unité musulmane, c'est une très longue histoire. Mais en gros, pour rebondir sur ce que dit Abdou, tout tient à la route de la soie. C'est-à-dire que tant que la route de la soie a fonctionné plein pot, la Chine et le monde musulman, qui se situait sur la route de la soie, étaient super riches. Par contre, à partir du moment où les Occidentaux ont trouvé un moyen de bypasser la route de la soie en ouvrant de nouvelles voies commerciales, notamment maritimes, donc à partir de 1400 et quelques, notamment avec l'invention de la caravelle, la Chine et le monde musulman ont commencé à décliner du point de vue richesse. Moins de richesse égale moins de moyens à dédiés à la recherche, aux sciences, et moins de moyens aux sciences égale déclin scientifique, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est globalement ça qui s'est passé. C'est juste l'ouverture des voies commerciales des Européens a coupé la route de la soie, donc l'afflux de richesses. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, comme je dis. Là, je parle de 1600, la fin de l'Empire ottoman, c'est 1918. Donc on parle d'un très long déclin, entre guillemets, une très longue fragmentation. Est-ce que c'est très enseigné? Parce que nous, en France, on n'entend pas parler de ça littéralement, hein. Je veux dire, on a des cours sur l'époque médiévale en France, quand on est au primaire, quand on est au collège. On entend un tout petit peu parler d'Averroès pour ce qui est de la Renaissance, du début de la Renaissance. Donc Averroès qui était un savant arabe mais espagnol. Un savant arabe mais espagnol. Comment voulez-vous ne pas vous énerver en entendant des conneries comme ça? Un savant arabe mais espagnol. D'ailleurs, Averroès, magnifique exemple sélectionné sur le fil là, puisque Averroès est probablement le seul qui a jamais parlé d'évolution des espèces. Enfin, je veux dire, on en a une liste suffisante pour faire des articles complets, voire des livres complets. Mais évidemment, on va choisir Averroès, qui est le seul qui en a pas parlé. Pour le reste, vraiment, on ne connaît pas ces savants. Alors, est-ce que c'est pareil aussi dans le monde musulman? C'est pareil. Non, c'est pareil. Je trouve que c'est super dommage. Voilà, bon, Abdou est algérien, mais enfin, il peut pas parler pour le monde musulman entier, hein. Avec tout le respect que j'ai pour lui, lui poser la question, c'est ma faute en fait. Est-ce que c'est pareil dans le monde musulman? Lui demanda-t-il alors qu'il est algérien. Je veux dire, il n'a pas voyagé dans tout le monde musulman pour savoir ce que les autres font, quoi. Donc c'est la grosse question. Tiens, un guet-apens, prends-le dans ta gueule. Désolé Abdou, désolé d'avoir fait ça. Que c'est tellement très mal enseigné qu'on ne connaît vraiment pas, même pas un tiers des savants musulmans, et voire même qu'on entend plus parler de ces savants dans les rues, dans les mosquées, plus que dans des écoles et universités, et c'est vraiment dommage. Donc cet aspect-là de l'histoire, donc l'histoire des sciences, je parle plus précisément en Algérie, parce que c'est mon pays, je connais un petit peu le monopole là-bas, c'est totalement ignoré, mais c'est c'est pas enseigné, et je me demande pourquoi. C'est que depuis mon enfance à moi, donc j'ai reçu que des cours focalisés sur la guerre d'Algérie, la guerre de l'indépendance, et voilà, et nous avons vraiment quelques flashs, notamment dans le lycée, de quelques grands savants musulmans, tels que par exemple Ibn Khaldoun, très peu de Ibn Sina, et beaucoup de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Pour commencer, j'aimerais commencer par une citation de Ibn Miskawi. Ibn Miskawi, qui était donc un savant perse qui vivait entre 930 et 1030, donc là on est quasiment 1000 ans avant Darwin, et qui déjà à l'époque disait « L'animalité arrive finalement à la frontière de l'humanité chez le singe qui est juste 1 degré au-dessous de l'homme dans l'échelle de l'évolution. » Qui n'est pas une citation de Ibn Miskawi. Bullshit! Bullshit! Ce n'est pas Ibn Miskawi qui a écrit ça. Voilà. J'ai honte. Donc non, c'est pas lui qui a écrit ça. Alors, j'ai tiré ça de Sultan Shah qui parle de Ibn Miskawi. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Alors, Sultan Shah qui les a mis dans l'ordre chronologique, mais avec des années
Je crois que les années occidentales sont à droite. Voilà, vous voyez ici 1032, je crois que ça correspond avec l'année qu'il... Vous voyez ici 1032, ça correspond avec l'année que j'ai mis sur la vidéo, ouais, plus ou moins. Vous voyez que sur les dates, on n'est pas complètement d'accord. Donc Sultan Shah, je crois que c'est de là que j'avais tiré cette phrase. C'était ou de là ou de Fawzia Sharfi, le livre de Fawzia Sharfi que je cite à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, Ibn Miskawayh, il n'a pas dit ça en fait, hein, il n'a pas exactement dit ça. Ce qu'il a dit exactement, et c'est cité dans cet article-là, voilà. Donc ce qu'il a dit exactement, c'est que le premier pas vers l'ascension des plantes jusqu'à un ordre plus haut qui les libère du sol et de leur besoin de consolider leurs veines, nanana. Le premier étage des animaux est faible. Les animaux de cet étage restent faibles en locomotion, bien qu'ils sont libérés du sol et ils évoluent une nouvelle vie. Et après, ils évoluent depuis cet étage et acquièrent la capacité de mouvement et leurs sens deviennent plus forts. C'est le cas des vers et des papillons et des animaux rampants. La sensibilité de ces animaux devient plus forte et de là émergent les 4 sens, comme chez la taupe et les autres qui lui ressemblent. Et de là, les animaux progressivement évoluent vers un nouveau degré où ils acquièrent la vue. C'est le cas des fourmis et des abeilles, et ils approchent du dernier étage des animaux. Donc le dernier stage qui sera évidemment les mammifères. Et ce dernier étage qui est supérieur, néanmoins, reste inférieur à celui des singes. Et celui des singes se rapproche celui des humains en structure et en apparence humaine. Il n'y a pas de différence entre les singes et l'homme, excepté une toute petite qui est surpassée quand ils deviennent humains. Donc évidemment, cette différence, c'est l'intelligence, comme expliqué plus loin dans le texte. Donc voilà, ça c'est la vraie citation de ce qu'a dit Ibn Miskawayh. Alors, la différence avec ce qu'on vient de voir ici, c'est que l'animalité arrive finalement à la frontière de l'humanité chez le singe, qui est juste un degré au-dessous de l'homme dans l'échelle de l'évolution. Bon, la différence, c'est que c'est déjà beaucoup moins clair sur est-ce que l'homme descend du singe. Hein, ce qu'il nous dit, c'est que donc le niveau des singes est au-dessus du niveau des autres mammifères, en gros, qu'il s'approche de l'humain en structure et en apparence, et qu'il n'y a pas de différence entre les humains et les singes, excepté l'intelligence. Vous voyez que le mot évoluer qui est présent au-dessus, là, voilà, n'apparaît pas quand il s'agit du singe et de l'homme. Hein. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une citation d'un autre article qui n'est pas directement de Ibn Miskawayh. Hein. Donc ça, c'est probablement une traduction. Donc c'est pareil, le mot évoluer, est-ce que c'est vraiment le mot qu'a utilisé Ibn Miskawayh? On insiste aussi là-dessus dans la vidéo, hein, les problèmes de traduction, la langue, évidemment, la langue arabe qui était écrite par les savants musulmans à l'époque médiévale n'est pas la langue arabe moderne. Et évidemment, elle est très très dure à traduire, comme l'est d'ailleurs l'ancien français, par exemple. Hein, je veux dire, c'est assez différent du français qu'on parle aujourd'hui. Donc, c'est assez dur de traduire. Mais on note quand même que ça reste assez essentialiste, ça reste assez échelle des êtres. Hein. On a beaucoup dit aussi que le concept d'évolution existait déjà chez les Grecs. Alors chez les Grecs, ce qu'on a, c'est Aristote qui avait une échelle des êtres, donc une gradation des êtres, mais il n'y avait pas de transformation entre eux. On a Platon qui, lui, par contre, c'était essentialisme à mort. Donc il n'est pas évolutionniste pour un sou. Et après, on a d'autres savants grecs qui étaient, entre guillemets, transformistes, dans le sens où ils acceptaient qu'un être humain pouvait se transformer en autre chose, mais enfin, je veux dire, c'est autant de la théorie de l'évolution que le loup-garou, quoi.
Un loup-garou un homme qui se transforme en loup, c'est pas la théorie de l'évolution. Voilà. C'est juste de la métamorphose, quoi. C'est pas vraiment de la théorie de l'évolution. Donc, dire que les Grecs avaient un prototype de théorie de l'évolution, ouais, le meilleur prototype de théorie de l'évolution qu'ils avaient, c'était Aristote et sa chaîne des êtres, voilà, la fameuse Scala Naturae. Mais la Scala Naturae, elle n'était pas perméable. Voilà. Là, il y a quand même une idée de perméabilité entre les échelons qui n'existe pas, ou qui du moins n'est pas aussi clairement exprimée que, que chez Aristote, quoi. Donc, il y a quand même, il y a quand même des choses. Ibn Miskawayh, il a quand même dit des choses intéressantes. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a cette idée quand même que l'homme et le singe, il y a un truc qui se passe, même si c'est pas clairement dit que l'un évolue en l'autre. Et il y a une idée de perméabilité dans la Scala Naturae. Donc c'est typiquement ce qu'on avait dit au début, qui est non seulement les musulmans, les savants musulmans médiévaux se sont réappropriés les écrits grecs, mais ils ont construit par-dessus. Ils ont continué à rajouter du savoir. Donc ça, c'est déjà plus proche de ce que Ibn Miskawayh a dû dire, en partant du principe que c'est une traduction faite par Hawi en 1974. Et en dessous, on a cette autre phrase, mais qui cette fois est rapportée par Shoja, et alors là, c'est une communication personnelle, je ne sais même pas ce que ça veut dire, pour être honnête, quand on fait une citation comme ça, de type citation personnelle, ça veut juste dire que quelqu'un d'autre vous l'a dit. Donc c'est un mec m'a dit que, deux points, ouvrez les guillemets, Ibn Miskawayh avait dit que le singe, enfin le grand singe là, parce que c'est le mot ape, donc grand singe, évolue en un niveau inférieur d'homme barbare. Donc là, on a l'idée d'évolution depuis les grands singes jusqu'aux humains. Oui, mais c'est une communication personnelle. Donc, et en plus, il est précisé un peu plus haut que ces grands singes ne sont pas forcément des gorilles et des singes, enfin des gorilles et des chimpanzés et des choses comme ça, mais qu'il est tout à fait probable qu'en réalité, ce soit des barbarie apes, donc les singes de barbarie, ce qu'on appelle les singes magos, qui ne sont pas du tout des grands singes, en fait, ce sont des cercopithécoïdes, donc des proches parents des babouins, mais qui n'ont pas de queue. Et c'est pour ça qu'on les appelle des barbarie apes. C'est juste parce qu'ils n'ont pas de queue comme des grands singes, mais c'est juste une convergence évolutive. On reconnaît une petite touche de racisme bien de chez nous, évidemment. Enfin, évidemment, tout le monde est un barbare, sauf moi. Hein. Théorème universel du barbarisme, tout le monde est un barbare sauf moi. Mais vous voyez, c'est vraiment Shoja qui rapporte que Ibn Miskawayh a dit que les grands singes évoluent dans un niveau inférieur. Donc à chaque fois en fait qu'on parle d'Ibn Miskawayh, bizarrement, c'est rarement directement ce qu'a dit Ibn Miskawayh. C'est toujours ce que quelqu'un d'autre a dit que Ibn Miskawayh a dit. Voilà. Donc il faut faire très attention avec ça, et on n'a pas fait attention avec ça. On s'est complètement fait avoir avec ça, même je dirais. On s'est complètement fait eu. Donc non, Ibn Miskawayh n'a jamais dit l'animalité arrive finalement à la frontière de l'humanité chez le singe, qui est juste un degré au-dessous de l'homme dans l'échelle de l'évolution. Perdu. Alors là, on retrouve deux notions. Oui, je le rappelle, on est entre 930 et 1030, et on retrouve deux notions qui sont l'homme descend du singe, et on retrouve même le mot évolution lui-même, échelle de l'évolution. Oui, exact. En fait, Miskawi, justement, qui est un perse musulman, c'était l'un des premiers qui a décrit ce processus évolutif, et qu'il y avait une certaine limite floue entre le singe et l'humain. Donc ça, c'est un fait. Et avant lui, il y avait aussi quelques doutes. Il y avait quelques savants, et voire beaucoup de savants musulmans, des philosophes notamment, qui essayaient de faire un petit peu le lien entre l'animalité et l'humanité. D'accord, ouais, on sent un petit dérivé un peu de la Scala Naturae d'Aristote, enfin Oui. ce qu'on appelle l'échelle de la nature. Oui, exactement. Une gradation depuis le minéral jusqu'à l'animal. Exactement, ça a été repris par plusieurs savants musulmans. Comme exemple, Ibn Miskawi, il y avait Ibn Sina aussi qui a parlé de cette gradation de la création depuis des organismes très archaïques jusqu'à l'arrivée à l'homme le plus intelligent, bien sûr.
Là, il parle de gradation de la création, c'est important. C'est important parce qu'il faut bien préciser qu'aucun de ces savants musulmans n'exclut Dieu du processus évolutif. Hein. Euh, Là, le but de la vidéo en général, le but de cette vidéo quand on l'a fait, c'était vraiment de dire que voilà, islam et évolution c'est pas deux entités complètement opposées l'une à l'autre. Aujourd'hui, on considère que l'enseignement de l'islam est totalement opposé à l'enseignement de l'évolution. Cette vidéo, c'était pour montrer que ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Que à l'époque, être évolutionniste, enfin parler théorie de l'évolution des espèces et être musulman, c'était pas du tout opposé l'un à l'autre à l'époque médiévale. Donc, mais il faut quand même rappeler que aucun de ces savants musulmans médiévaux n'exclut Dieu du processus d'évolution. On en parle un petit peu après dans cette vidéo, justement, que le Coran dit que Dieu, enfin Allah, crée et recrée. Et généralement, c'est ce que ces savants musulmans entendent par évolution, c'est-à-dire c'est des recréations. Là, il y avait Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, tunisien, qui a vécu entre 1338 et 1404, qui disait donc « Regardons le monde de la création, il commence avec les minéraux, puis… » Voilà, regardons le monde de la création. Ibn Khaldoun. Voilà, exactement l'exemple. J'aurais pas pu mieux faire mon timing. Progresse de façon fluide et graduelle vers les plantes et les animaux. Le dernier niveau des minéraux est connecté au premier niveau des plantes, comme les mousses et les plantes sans graines. Le dernier niveau des plantes, comme la palme et la vigne, est connecté au premier niveau des animaux, comme les escargots et les méduses, qui n'ont que le sens du toucher. Le mot connexion eu égard à ces groupes signifie que le dernier niveau de chaque groupe est prêt à devenir le premier niveau du groupe suivant. Le plus haut niveau de l'humanité fut atteint à partir de celui des singes, chez lesquels on retrouve à la fois la sagacité et l'attention qui n'ont pas encore atteint le stade de la réflexion et de la pensée. Donc là, ça c'est une vraie citation d'Ibn Khaldoun. Voilà, là, ça c'est. Et puis pour le coup, là, ça vient du Mukaddima, et le Mukaddima, il est trouvable sur Internet, et en traduit évidemment, une version traduite du Mukaddima, et le Mukaddima, il est trouvable sur Internet, et c'est effectivement ce qu'il y a décrit dedans, et c'est confirmé dans cet article ici. Voilà, c'est exactement la phrase qui est affichée là. Le plus haut niveau de l'humain est atteint depuis celui des singes. Donc là, pour le coup, il n'y a pas confusion entre barbarie ape et monkeys. Dans lequel la sagacité et la perception sont trouvées, et qui n'est pas atteint par la vraie pensée et la réflexion. À ce niveau arrive le premier stade de l'humain, depuis le monde des singes, et c'est aussi loin que mes observations vont. Donc c'est et là c'est vraiment Ibn Khaldoun qui l'a dit en 1377. Donc là, pour le coup, cette citation, elle est vraie. C'est pas comme la précédente de Ibn Miskawayh qui était complètement fausse. Une fois de plus, donc Ibn Khaldoun formule cette idée très précise d'évolution et de gradation depuis le monde minéral jusqu'au monde animal en passant par le monde végétal. Est-ce que cette pensée était très ancienne ? Et là, Ibn Khaldoun, pour le coup, on peut le créditer pour être la première personne qui a clairement dit « l'homme descend du singe ». Là, pour le coup, il n'y a pas trop de doute sur l'écrit qu'il pensait que l'homme descendait du singe. Alors qu'avec Ibn Miskawayh, ça restait flou quand même. Ça restait assez flou. Dans le monde arabe, jusque quand on peut la faire remonter ? Jusqu'à Al-Jahiz en 7e, 8e siècle, où lui, pareil, il pensait un petit peu comme Ibn Khaldoun, sauf que Ibn Khaldoun, à cette époque, il était un petit peu avancé, notamment avec la notion de la connexion. Donc là, on sent que, même si c'est pas de l'évolution dans son sens strict, mais il y avait quand même une pensée qu'il y avait une évolution d'une forme A à une forme B. Donc ça, c'est très très important à préciser. Mais ce qui est important à préciser, c'est que Al-Jahiz, déjà, il n'a jamais parlé réellement d'évolution des animaux. Donc Al-Jahiz adopte la Scala Naturae, une certaine continuité dans la Scala Naturae, dans le sens où il peut y avoir des transitions entre les... Mais c'est pas clair, c'est plus des... C'est assez éthéré, en fait, hein, comme porosité entre les...
c'est pas complètement essentialiste, mais c'est pas non plus évident qu'il pensait qu'il y avait une réelle perméabilité entre les échelles de la scala naturae. Al-Jahiz, il est surtout, enfin, je crois qu'on dit Al-Jaïd pour le coup, je suis pas sûr. Al-Jaïd, il est surtout crédité pour avoir été le premier à parler d'un truc qui ressemble à la sélection naturelle. Le truc, c'est que j'ai téléchargé le Kitab al-Hayawan, qui est trouvable sur Internet, et j'ai regardé des articles qui parlent de l'œuvre de Al-Jahiz, et notamment de son rapport à la théorie de l'évolution, et il est, en tout cas dans la traduction directe du bouquin, j'ai rien vu qui évoque ni de près ni de loin la sélection naturelle. Donc je pense que c'est un gros raccourci que certaines personnes ont pris de dire que Al-Jahiz a parlé de sélection naturelle. Je veux dire, il parle évidemment de la concurrence entre les animaux, mais enfin de là à dire qu'il parle de sélection naturelle, c'est quand même un peu fort de café. Et puis là, dans cet article-là que je suis en train de faire défiler, je vous le mettrai en description. Dans cet article-là, voilà, il débunk le mythe du fait qu'Al-Jahiz était un précurseur du darwinisme. Ce que dit Al-Jahiz, ça c'est vraiment pas aussi clairement évolutionniste qu'on le croit. Et là, donc cette phrase que j'ai surlignée ici, qui résume très bien ce que j'essaye de dire là, la vision d'Al-Jahiz n'est pas fixiste, mais le créationnisme est bien présent. Voilà, c'est clair. Et là, pour le coup, ils vont aussi loin que dire que le concept de transformisme et de sélection naturelle sont exclus de son raisonnement. Donc oui, il y a une idée de concurrence entre les espèces qui est déjà révolutionnaire. Hein. Je veux dire, Al-Jahiz, on est en 700 à 800 après Jésus-Christ, quoi. Donc on est déjà quand même, enfin je veux dire, voilà, quoi. L'idée de concurrence entre les espèces, mais aussi l'idée de concurrence intraspécifique est présente dans Al-Jahiz. Et ça, déjà, niveau écologie, c'est balèze. C'est balèze. Donc, il faut quand même rendre à Al-Jahiz ce qui est à Al-Jahiz. Il avait quand même une vision de l'écologie vachement avancée pour l'époque. Ceci étant dit, pas d'évolution des espèces, certainement pas d'homme descend du singe. Ça, c'est complètement absent de l'œuvre de Al-Jahiz. En tout cas, pour ce que j'ai pu en voir. Et puis sélection naturelle, faut vraiment faire des gros, faut vraiment surinterpréter le texte pour trouver une idée de sélection naturelle dans Al-Jahiz. Donc, ce qu'on est en train de raconter là, c'est de la grosse connerie. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Putain, ça fait vraiment mal au cul. Après, c'est bien d'apprendre des choses qu'on ne sait pas, mais ce serait bien aussi qu'on présente. J'ai l'habitude, si tu veux, j'ai pas l'habitude de critiquer des efforts honnêtes de vulgarisation. J'aime pas ça. Je l'ai déjà dit avant, j'aime pas critiquer les efforts honnêtes de vulgarisation. J'aime bien critiquer les efforts très très malhonnêtes et très hypocrites de vulgarisation. Voilà, j'aime bien critiquer ce genre d'efforts de vulgarisation là, ceux qui prennent la vulgarisation par le mauvais bout, qui commencent par la conclusion, hein, Dieu existe, et qui terminent par les faits, à savoir qu'est-ce qui colle au fait que Dieu existe. Voilà, ça c'est le genre d'effort de vulgarisation que j'aime critiquer. Là, il se trouve qu'on a quand même essayé d'avoir une approche honnête de ce sujet-là, mais c'est clair qu'à force de vouloir déterrer des savants musulmans qui ont parlé d'évolution, on a quand même fini par se perdre un peu, on va dire, dans il faut absolument qu'on parle de celui-là, il faut absolument qu'on parle de celui-là, il faut absolument qu'on parle de celui-là, mais on finit par leur faire dire des trucs qu'ils n'ont pas dit. Voilà. Et Al-Jahiz, je pense que c'est le pire. Il y avait Ibn Miskawayh où déjà la citation qu'on donnait n'était pas une vraie citation, mais alors Al-Jahiz, il n'a jamais dit tout ça. Il y avait aussi très important la référence de Al-Jahiz où il parlait un petit peu de quelques mécanismes évolutifs. Alors juste pour remettre en contexte, Al-Jahiz, il a vécu entre 776 et 868. Donc là, on est vraiment sur le début du Moyen-Âge, alors que Ibn Khaldoun, lui, il était vraiment sur la fin du Moyen-Âge. Ouais, alors, début du Moyen-Âge, en 700, t'es un peu 300 ans à la bourre, hein, pour parler de début du Moyen-Âge. En tout cas, si on prend le référentiel occidental.
Et pourtant, déjà, lui-même, Al-Jahiz avait déjà des idées assez nouvelles concernant l'évolution. À défaut d'être vraiment évolutionniste, il n'était pas fixiste, en fait. Il pensait vraiment que l'homme avait évolué à partir de formes animales, de formes des sortes d'êtres humains, des humains sauvages, on va dire. Ouais. Là où il a formulé une idée qui est assez... Oui, alors là, on rejoint l'idée de est-ce qu'on parle d'évolution ou est-ce qu'on parle de transmutation, de métamorphose. Al-Jahiz, il est clairement plus proche dans sa philosophie, il est clairement plus proche de la transmutation et de la métamorphose que de l'évolution. Donc on est plus proche des savants grecs pour le coup. Si on dit que les savants grecs n'étaient pas les premiers à parler d'évolution, on ne peut pas vraiment dire que Al-Jahiz ait parlé d'évolution. intéressante, c'est qu'il parle d'une sorte de combat pour la survie qui serait une loi dictée par Dieu, par Allah. Combat pour la survie qui quand même rappelle pas mal le struggle for life, la sélection naturelle selon Darwin. Ouais, exactement. En fait, c'était peut-être pour dire que Al-Jahiz c'était le premier, disons, évolutionniste dans un sens un peu plus large, arabe, musulman. Effectivement, il a abordé quelques... Alors, oui, bah, évolutionniste dans un sens large, ça se met à... Là, pour le coup, on est vraiment en train de raconter que si on prend l'évolutionnisme dans un sens large, ça veut dire qu'en gros, avoir une vague idée de sélection naturelle, c'est déjà de l'évolutionnisme. C'est un peu fort. Faut vraiment rendre le concept d'évolutionnisme extrêmement flou et poreux. mécanismes concernant l'évolution, et il considérait que c'était le Dieu, c'était Dieu Allah qui était derrière les mutations, et les transformations des espèces. Et aussi, il faut mettre en évidence que... Pareil, là, le concept de mutation, on n'aurait pas dû dire ça non plus. On n'aurait pas dû dire ça non plus. Le concept de mutation, évidemment qu'il n'existe pas en 700. Éventuellement de transmutation, j'imagine que ce que Abdou a voulu dire là, c'est transmutation, comme je le disais, la transmutation et la métamorphose, mais pas l'évolution. Quand même, c'était le premier qui a signalé qu'il y avait une certaine, le premier arabe qui a mis en évidence une certaine transformation des... Et j'interromps encore Abdou pour dire que Al-Jahiz n'était pas arabe, mais irakien. Donc peut-être certainement perse. En tout cas, il venait pas de la péninsule arabique, c'est certain. Des organismes, des êtres vivants. Donc, Al-Jahiz, effectivement, c'était le premier qui abordait la discussion sur le combat de l'existence, sur l'adaptation et aussi la psychologie de... L'adaptation, ça, c'est quelque chose qu'il aborde, effectivement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais encore une fois, le concept d'adaptation, il n'est pas aussi clairement défini qu'il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle d'adaptation, on parle clairement d'évolution qui conduisent à une adaptation. Ce que Al-Jahiz décrit comme étant de l'adaptation, en fait, c'est ce qu'on appellerait plutôt aujourd'hui de l'accommodation, c'est-à-dire des espèces, enfin, c'est même pas les espèces, c'est les individus qui s'accommodent de leur milieu par des transformations éventuellement morphologiques et physiologiques. Par exemple, le premier exemple qui me vient, mais qui est certainement pas abordé par Al-Jahiz, mais c'est l'exemple des coraux. Les coraux, s'il y a beaucoup de courant, les coraux vont devenir petits et tout rabougri et très robuste. Et s'il y a très peu de courant, alors ils se mettent à devenir arborescents et très grands et très ramifiés et très fins. Donc c'est plutôt de l'écomorphologie là pour le coup. C'est comment les animaux, ou bien tout simplement comment les renards deviennent blancs en hiver et les renards des neiges sont blancs en hiver et pas en été, ou les lapins par exemple deviennent blancs en hiver, et comment les animaux muent de manière générale en été et réacquièrent leur pelage ou leur plumage plus épais en hiver, bref. Faut pas confondre, voilà, ce dont parlait Al-Jahiz quand il parlait d'adaptation, c'était un grand mélange de ce que nous on appelle réellement de l'adaptation aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment de l'évolution et de l'accommodation en fait, qui est plus spécifique aux individus. L'accommodation n'est pas un phénomène évolutif dans le sens où c'est les individus qui s'adaptent et que ces adaptations ne sont pas transmissibles. En tout cas très peu transmissibles. Évidemment, on pourra toujours me dire l'épigénétique, mais globalement, ces accommodations ne sont pas transmissibles.
de l'animal. Tu peux rappeler le titre du livre dans lequel il en parle? Oui, bah, le titre, c'est le Kitab al-Hayawan. Le Kitab al-Hayawan, en la traduction en français, ça donne le livre de l'animal. D'accord, donc je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller le voir vous-même. Donc il y est en version originale ainsi qu'une version traduite qui ne m'a pas d'ailleurs satisfait tant que ça, mais bon, vaut mieux avoir. Oui, là, ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai pas trouvé du tout. C'est que je l'avais lu et que j'y ai pas trouvé du tout de mention de près ou de loin d'un truc qui ressemblerait à la sélection naturelle. Oh ben ça c'est une surprise! Là, je suis en train de vous arnaquer en fait quand je dis ça. Je suis en train de. Je suis un gros fumiste, voilà. Je suis en train de vous raconter que ça ne m'a pas satisfait dans le sens où j'y ai pas trouvé ce que j'espérais y trouver et que tout le monde a l'air d'y voir. Alors, à ce moment-là, en fait, quand je suis en train de dire ça, moi, je me sens idiot parce que je me dis, mais tout le monde a l'air d'y voir une grande description de la sélection naturelle et moi, j'y vois que dalle. Voilà, j'y ai rien vu de tout ça. Donc, ça m'a beaucoup rassuré de voir cet autre article. Donc celui-là, celui qui débunkait justement les Al-Jaiz et l'évolution, parce que du coup je me suis dit ah bah non en fait c'était pas que moi. Bon, il est sorti en 2012 et je l'ai pas vu à l'époque. Vous voyez, je l'ai consulté qu'en 2019. Voilà. Donc bref, c'est voilà. Donc à ce moment-là en fait je me sens très con, pas satisfait d'avoir très insatisfait de ne pas avoir trouvé ce que j'étais venu y chercher. Bon, bah, c'est peut-être tout simplement parce que ce que j'étais venu y chercher n'y était pas, n'existe pas, en fait. Et c'est pour ça que c'est important, de citer vos références, hein. C'est pour ça que c'est important de sourcer tout ce que vous dites, hein, parce que comme ça, les autres, ils peuvent aller voir derrière vous et dire, mais attendez, ça parle pas du tout de ce que tu dis, là, le lien que tu nous as donné. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de lire les sources et de vous renseigner sur ces sources, parce que, voilà, vous finissez par dire des conneries. Cette traduction, que Ouais, pas de traduction du tout. Ouais, peut-être Voilà. il faut apprendre bien l'arabe pour bien le lire, parce Voilà. qu'apparemment il y a des problèmes de traduction. Donc, Oui, c'est une langue qui est très riche, hein, qui est difficile à traduire du coup. c'est très très difficile, donc on voit beaucoup dans les traductions coraniques qu'il y a beaucoup de contradictions entre les auteurs, et parfois c'est un peu néfaste, il faut le dire, hein. Bon, c'est dommage, parfois c'est tellement mal traduit que tu te trouves plus. D'accord. Donc déjà à l'époque de Al-Jaiz, l'idée d'évolution a émergé de cette scala naturae de Aristote. Même déjà avant Aristote, il y avait une certaine idée de l'échelle des êtres qui apparaissait donc sur un artefact qui s'appelle le grand vase de Warka, donc le vase d'Uruk. Exact. Donc on est en Mésopotamie, Uruk, donc tiens, on est déjà dans le monde perse d'ailleurs, l'Irak, l'Iran, etc. Déjà sur ce vase d'Uruk apparaît une certaine gradation du vivant, donc avec le monde végétal tout en bas, le monde animal au milieu et les humains en haut. Et Alors intéressant, mais comment dire? Est-ce que ça est-ce que ça représente vraiment une scala naturae ou est-ce que ça représente seulement les êtres humains qui dominent en fait le monde agricole, quoi? Donc le monde végétal domestiqué et le monde animal domestiqué lui aussi. Ou bien est-ce que c'est une vulgaire coïncidence? J'avoue ne pas m'être renseigné assez sur le vase de Warka, et j'avoue ne toujours pas m'être suffisamment renseigné sur ce vase. Le fait est que je pense que là, on est allé trop loin. Enfin, surtout moi, là pour le coup, c'est moi qui suis allé trop loin. C'est vrai que on est certes dans le monde perse, mais on est bien avant le monde musulman, je veux dire 3000 ans avant Jésus-Christ, on est très très avant le monde musulman. Par contre, là où je maintiendrai mes positions, c'est que, à mon avis, l'idée d'échelle des êtres, c'est pas Aristote qui l'a inventé, hein. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui flottait dans l'air, hein. L'idée d'une certaine, l'idée d'une certaine hiérarchie du vivant avec l'intelligence au sommet et les cailloux en bas. Et entre deux, il y a les plantes qui bougent pas et les animaux qui bougent et les animaux intelligents que nous sommes. Ça, par contre, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être Aristote pour avoir cette idée-là. Et je pense que cette idée d'échelle des êtres, elle devait probablement déjà être présente depuis très 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 longtemps. Il doit y avoir moyen un jour de retrouver des peintures rupestres qui représentent une sorte de scala naturae. J'aimerais bien que ça existe, mais je suis presque sûr qu'un jour on retrouvera une peinture rupestre qui nous représentera une scala naturae primitive. Parce que c'est, je veux dire, c'est une idée qui vous vient assez naturellement à l'esprit quand vous avez 5 ans et demi, quoi. Donc je vois pas pourquoi ça n'aurait pas existé
bien avant Aristote. Aristote a certainement eu le mérite d'être le premier à l'écrire et d'être le premier à coucher ça sur papier et le premier à en discuter réellement de sa pertinence, mais bon, ou du moins à réfléchir à sa pertinence, même s'il ne la discute pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, là, je pense qu'on va un peu trop loin, clairement. On va un peu trop loin en présentant le vase d'Uruk comme une preuve que la Scala Naturae a précédé Aristote, mais je pense toujours que la Scala Naturae a précédé Aristote. Et je suis presque sûr que des gens dans les commentaires, là, maintenant, tout de suite, sont en train de m'écrire des tas d'exemples d'autres savants grecs et même avant ça qui ont déjà parlé d'un truc qui devait ressembler à la Scala Naturae. Et si vous en connaissez, vous gênez pas. De cette échelle naturelle découle finalement l'idée d'évolution, de cette classification rudimentaire découle l'idée d'une connexion depuis des êtres qu'on pourrait appeler inférieurs, alors inférieurs avec beaucoup de guillemets évidemment, vers des êtres supérieurs. Et donc ces idées, elles sont très modernes pour un savant de cette époque-là, et elles montrent bien finalement que l'idée d'évolution est déjà dans l'air plus de 1000 ans avant Darwin. Et finalement, ce que Darwin a apporté à ça, c'est pas tellement l'évolution, on lui attribue souvent la découverte de l'évolution, mais finalement, ce qu'il a amené, lui, c'est juste la sélection naturelle, c'est-à-dire pourquoi l'évolution. Et Voilà, là c'est très important. Donc ce qu'on dit, c'est que l'évolution était déjà dans l'air avant Darwin. Et ça, c'est clair, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, personne contestera que Erasmus Darwin, donc son grand-père, parlait déjà d'évolution des espèces. Il y a eu Robert Chambers aussi qui parlait d'évolution avant Darwin. Il y a eu évidemment Lamarck qui parle d'évolution avant Darwin. Cuvier a beau être généralement représenté comme un grand défenseur du créationnisme et du catastrophisme, il y a des trucs dans les écrits de Cuvier qui laissent clairement à penser que le transformisme, quand même, ça l'a un peu touché. Hein. Quand il dit que chaque partie des animaux se transforme en fonction de la transformation des autres parties, je veux dire, on n'emploie pas le mot transformer en parlant d'animaux sans être un minimum transformiste. Voilà. Donc même Cuvier, qui n'était pas transformiste, qui se revendiquait comme n'étant pas transformiste et qui était farouchement opposé à Lamarck, il y a quand même un relent de transformiste. Donc c'est ça que je veux dire quand c'est dans l'air. Mais apparemment, c'était dans l'air bien avant ça. Ce qu'il faut préciser, c'est que tous ces savants musulmans dont on a parlé et ceux dont on n'a pas parlé, parce qu'il y en a une liste quand même, hein, quand on regarde cet article-là, il y en a plein d'autres dont on n'a pas parlé. Il y a donc Al-Safa, Al-Berouni, donc Tufail, on en a parlé un peu, Arroudi. Tous ces gens-là, ils avaient quand même l'idée d'une scala naturae. Ils avaient au moins ça, c'est-à-dire l'idée d'une scala naturae qui était extrêmement poreuse. Voilà. Ils avaient une certaine idée d'une scala naturale qui était plus ou moins, je ne veux pas dire extrêmement c'est pas le bon mot, mais qui était plus ou moins poreuse avec des passages d'un étage à l'autre. Et avec notamment Ibn Khaldoun, qui le plus clairement a parlé d'une porosité entre les singes et l'homme. Porosité entre les singes et l'homme qu'on retrouve légèrement chez Miskawayh, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est intéressant de constater, du coup, que de tous ces transformistes, ces pré-transformistes, j'ai envie de dire, musulmans, on voit quand même une certaine gradation jusqu'à Ibn Khaldoun, le dernier d'entre eux, qui le plus clairement parle de la descendance du singe à l'homme. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est que cette idée justement de porosité de la scala naturae, on va la retrouver plus tard chez d'autres penseurs, notamment chez Lucilio Vanini. Donc, Lucilio Vanini qui a vécu au XVIIe siècle, donc né en Italie en 1585. Et donc dans cet article qui fait la biographie de Lucilio Vanini, on nous explique qu'il a été parmi ceux qui, les premiers en Europe, ont parlé de l'homme qui descend du singe. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on est en 1585, alors que Ibn Khaldoun, lui, il a vécu entre 1300 et 1400. Vous voyez, il y a une sorte on voit ce transfert, en fait, de la philosophie qui a lieu depuis le monde arabo-musulman, enfin, du monde musulman, jusqu'au monde européen, notamment par l'Espagne, durant la Renaissance.
Et là, je pense que c'est pas une coïncidence s'il est italien. Italien, c'est la Renaissance, et la Renaissance, c'est pas un hasard si le premier gars qui aurait dit l'homme descend du singe en Europe était un Italien. Et je pense que c'est pas un hasard qu'il vienne peu de temps après Ibn Khaldoun. Mais bon, là, on est sur des preuves contextuelles. Hein. On peut presque pas appeler ça des preuves d'ailleurs, hein, pour dire les choses ainsi. C'est quasiment près des preuves. Et alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce même article, il y a une citation de Diderot qui nous vient du rêve d'Alembert. Donc c'est une citation qui a été plein de fois recitée et discutée d'un point de vue philosophique, d'un point de vue littéraire, etc. Donc c'est pas une citation cryptique de Diderot, hein, c'est ce que je veux dire. Et donc ces citations, c'est tout animal est plus ou moins homme, tout minéral est plus ou moins plante, toute plante est plus ou moins animal. Ne convenez-vous pas que tout se tient en nature et qu'il est impossible qu'il y ait un vide dans la nature? Donc on retrouve encore une fois cette idée de chaîne des êtres et de la porosité, encore une fois, entre les étages de cette Scala Naturae. Donc déjà dans les philosophes des Lumières, hein, déjà chez les philosophes des Lumières, vous avez aussi cette idée de porosité dans la Scala Naturae, donc cette idée flottante, on va dire, d'évolution, qui est très similaire à ce qu'on retrouve justement chez ces savants musulmans, et qui sera, on va dire, la base du transformisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on admet une porosité entre les échelles de la Scala Naturae, l'idée de transformisme et l'idée d'évolutionnisme derrière ça découle assez naturellement. Et ce que Darwin y a ajouté, comme on le dit dans cette vidéo, c'est juste le mécanisme, c'est-à-dire une fois qu'on a admis qu'il y avait porosité, une fois qu'on a admis que ces transformations d'espèces existaient, comment on explique ces transformations? Darwin dit c'est la sélection naturelle. C'est la sélection naturelle, c'est-à-dire juste, voilà, dans une population donnée, si vous éliminez les plus petits, eh ben, la génération prochaine de cette population sera en moyenne plus grande. Et si les petits sont encore éliminés, et bien la génération suivante sera en moyenne plus grande, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'espèce entière ait grandi, en fait. Exactement, tout le monde attaque Darwin. Comme quoi, c'est l'évolution incarnée, mais bon, mais avant Darwin, bien évidemment, il y avait beaucoup de savants, donc il y avait beaucoup qui faisaient des réflexions vers ce sens-là. Donc Darwin, c'est pas tout, mais c'est juste une pièce dans un puzzle. Donc, Ça y est. Là, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, c'est que tout le monde attaque Darwin en s'imaginant qu'il suffit d'attaquer Darwin pour démonter la théorie de l'évolution. Bah, justement, si Darwin n'est pas le premier à en avoir parlé de la théorie de l'évolution, ça veut dire qu'il faut démonter tous les gens avant lui, y compris des savants musulmans. Un énorme complexe, on va dire darwinocentriste. Exactement. Même les évolutionnistes, à chaque fois, ils sont là, Darwin. Exactement, ça, je trouve que c'est quand même dommage parce que on est en train de, je ne sais pas comment formuler ça, mais on est en train de négliger en quelque sorte avec Darwin tout ce qui a été fait et tout ce que les gens essayent de faire maintenant. Je ne sais pas pourquoi les gens psychotent là-dessus. Voilà, Darwin, c'est comme un dieu, alors que si on lit bien ce qu'il a écrit, il y a beaucoup de choses que disait Darwin que maintenant sont plus valables. Donc, mais n'empêche il y a que... beaucoup de choses qui étaient déjà dites. Oui, alors, est-ce qu'on sait s'il a pu s'inspirer? Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de choses que disait Darwin qui sont plus valables aujourd'hui, notamment tout ce qui est la transmission des caractères. Darwin n'avait aucune idée de la génétique, donc il ne connaissait pas grand-chose en transmission des caractères, mais surtout le registre fossile. Quand on nous balance à la tronche, ouais, mais il n'y a pas de forme transitionnelle dans le registre fossile, c'est Darwin lui-même qui l'a dit. Bah ouais, il a dit ça en 1800 et des poussières. Depuis, on a fait des progrès quand même. Hein. Donc bon, faut arrêter de déifier Darwin, hein. Ça, clairement. Et je pense que cette vidéo-là, on avait aussi fait cette vidéo-là dans ce but-là, c'est-à-dire que voilà, faut arrêter aussi de mettre Darwin au centre de tout ce qui est théorie de l'évolution. Darwin, il a posé une pierre conséquente dans le mur de la théorie de l'évolution, mais ce n'est qu'une pierre et qu'il ne faut pas oublier toutes les pierres qu'il y a en dessous. Justement de ces savants arabes, Darwin. On sait par exemple que Copernic s'est inspiré pas des savants arabes. Travaux musulmans. Des astronomes arabes pour sa théorie de l'héliocentrisme. On sait qu'en niveau des mathématiques, le monde arabe a eu une influence formidable. Hein, nos chiffres, nos chiffres sont des chiffres arabes, qui sont eux-mêmes hérités des chiffres indiens. Ça, on va dire.
Mais est-ce que Darwin, lui, a eu connaissance des travaux de Al-Jahiz, des travaux de Ibn Khaldoun, des réflexions de Ibn Meskawi? En fait, La réponse est non. La réponse est non. Il faut arrêter de poser des questions où la réponse est ouvertement non. Alors évidemment, comme je le disais, notre référence principale à ce moment-là, c'était Sultan Shah qui soutenait que oui. Mais bon, la réponse est non. Par contre, ça a eu une influence dans le sens où, comme je le disais juste avant, l'évolution était dans l'air. Le transformisme était dans l'air et il était déjà dans l'air depuis suffisamment longtemps pour que dire que les espèces évoluent, ce soit pas non plus une grosse révolution. Quelqu'un qui disait les espèces évoluent, ouais, la belle affaire. Je veux dire, il y a une porosité dans la Scala Naturae, super, c'est la belle affaire, quoi. Donc ça a participé à l'acceptation de l'idée de cette porosité de la Scala Naturae, qui est un terreau fertile pour l'émergence d'une théorie de l'évolution. Voilà. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées avec une théorie de l'évolution en même temps, pour Darwin et Wallace, pour ne citer qu'eux, mais il y a eu aussi Lamarck avant eux, et voilà. C'est pas pour rien qu'il y a un moment où ce terreau fertile a donné des émergences de théories de l'évolution d'un peu partout, quoi. il y avait certains qui disent que Darwin, il a beaucoup appris de la civilisation arabe et apparemment, il a été, Musulmane. il a été enseigné par le professeur Lee, tout ce qui est relatif à la civilisation musulmane, à la pensée arabe, à Cambridge. Donc, effectivement, apparemment, il s'est inspiré. Mais ça, je pense, c'est une information à confirmer. D'accord. Tu peux nous dire quel auteur Oui, cette personne, c'est Mohammed Sultan Shah, qui est un professeur en physique et en astronomie. Ok, donc de toute façon le lien sera dans la description de la vidéo pour accéder à cet article. Ouais. C'est vrai que ça, c'est au niveau des biographies officielles de Darwin, c'est pas dit, hein. C'est pas du tout connu, donc. C'est pas connu, donc effectivement. Mais peut-être donc éventuellement il aurait eu accès à cette masse de connaissances. Je pense Mais c'est surtout à prendre avec des pincettes, hein. que il y a un petit fond de vérité parce que les seules références de cette époque c'était les références musulmanes, ce que l'ancienne civilisation a fait, et l'ancienne civilisation c'était les musulmans, donc je pense que il s'est beaucoup inspiré, ouais. Donc bon, pour en revenir à ces savants arabes, alors il y en a quand même, une tripotée, ouais, un paquet. Donc justement, tu tiens l'article de Muhammad Sultan Shah dans les mains. Tu peux nous dire à peu près combien de... il fait un descriptif vraiment de tous les savants qui en ont parlé. Il fait un descriptif qui reste quand même très bref de plusieurs musulmans. Je cite, il commence par Al-Jahiz, et puis il y avait Al-Farabi qui a parlé, qui est très réputé cette personne chez nous, hein. Al-Farabi qui a aussi abordé des sujets relatifs à l'évolution. Il y avait Al-Mas'udi, il y avait même certains imams, c'était des gens religieux qui croyaient à la transformation de l'espèce, et que l'homme il n'est pas venu comme ça, mais il est venu grâce à des processus évolutifs, etc. Il y a Al-Miskawi, il y a Al-Biruni, donc Al-Biruni qui est un savant arabe, un grand philosophe. Il y avait Ibn Sina, Ibn Sina, il faut peut-être le signaler, c'est le père de la chirurgie. Ibn Bakr, et puis Ibn Sina, c'est Avicenne. On le connaît sous le nom d'Avicenne. Ceci étant dit, Sultan Shah le cite quelque part, probablement. Voilà, Ibn Sina, donc Avicenne. Je ne crois pas que Malik le cite. Non, vous voyez, Avicenne ne fait pas partie des savants musulmans que Malik cite. Donc, avec des petites conditions concernant Avicenne. il y avait Ibn Tufayl. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup Ibn Tufayl en fait, parce que j'ai l'impression en lisant cet article que c'était l'une des personnes qui ont vraiment poussé la réflexion très très loin. Et Ibn Rushd. Et Ibn Tufayl. Alors Tufayl, c'est celui qui venait d'Espagne, si je ne m'abuse.
Alors, Ibn Tufayl, c'est d'après l'article de Malik, justement, c'est un de ceux que je trouve le moins remarquable, en tout cas d'après cette source-là. Donc Ibn Tufayl, il a décrit apparemment dans une de ses œuvres, il a parlé d'un être humain qui serait né d'une mare de bouillasse bouillonnante, en gros. Voilà, il y a des bulles, il y a des bulles dans l'eau sale et que les éléments de cette boue se sont assemblés pour former un être humain. Et certains y voient du coup une sorte de proto-théorie de la biogénèse. Ici, dans l'article de Malik, il est rappelé quand même que dans les versets coraniques et dans la Bible et dans la Torah, c'est aussi de cette façon-là qu'est créé Adam, hein, depuis la boue, enfin depuis l'argile en l'occurrence. Donc je pense que ça fait beaucoup plus référence, là c'est mon avis personnel évidemment, mais je pense que ça fait quand même beaucoup plus référence à la Genèse que réellement à la biogénèse, pour le coup. Donc là, c'est un peu, je pense que ça fait partie de ces éléments un petit peu tirés par les cheveux, quand on essaye de trop justement chercher, regardez, ce savant musulman, il a dit ci, ce savant musulman, il a dit ça, c'est de la théorie de l'évolution. Là, je pense que ça fait clairement partie des éléments qui sont surinterprétés dans le sens évolutionniste. Là, pour le coup, la référence, enfin, je veux dire, un garçon qui émerge de la boue, ça fait quand même beaucoup plus référence au récit de la Genèse qu'au récit de la biogénèse, parce que, je veux dire, c'est pas censé être un être humain qui émerge de la boue, et encore moins un être humain de sexe masculin. Dans la biogénèse, s'il y avait vraiment une référence à la biogénèse, ça devrait être des bactéries qui émergent de cette boue. Et cette bactérie devrait se transformer en autre chose, et ce autre chose en autre chose, et ce autre chose en primate, et enfin, vous auriez un être humain, quoi. Mais là, éventuellement, on pourrait parler d'un récit de la biogénèse. Mais là, pour le coup, un être humain qui émerge de la boue directement, ça fait pas trop référence, je pense, à la théorie de l'évolution. C'est même complètement l'opposé en réalité. Donc qui aurait développé l'idée justement de la sélection naturelle Exactement. beaucoup plus loin que Al-Jahiz l'avait fait. Exactement, en fait, c'est lui qui a parlé de la compétition, à la compétition par la nourriture, au combat sur l'existence, qu'il y a peut-être un développement et la transformation de l'organe animal, justement, pour qu'il puisse bien défendre et protéger son environnement. Il y a Ibn Tufayl, juste pour préciser, qui a Ouais. vécu. Il est vécu en 1100 jusqu'à 1186. Et puis Al-Hazini, Ibn Rushd. Donc Ibn Rushd, il est très. Donc oui, effectivement, Ibn Tufayl a développé une idée qui semble être assez proche de l'adaptation à l'environnement et du combat pour la vie, donc de la sélection intraspécifique et interspécifique, qui sont des concepts évolutifs qui ont ensuite été développés par Darwin. Donc Malik et al. Vont dans ce sens-là aussi. Ceci étant dit, encore une fois, est-ce qu'on est beaucoup plus élaboré que Al-Jahiz de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr. On peut vérifier ce qu'en dit justement Sultan Shah. Donc Sultan Shah parle évidemment du passage avec la boue fermentée, voilà, donc qui est plus créationniste selon moi qu'autre chose. Et il aurait développé l'idée qu'effectivement seul le plus adapté survit. Mais enfin ça, encore une fois, est-ce qu'on peut réellement parler de concept évolutif? C'est plus un concept d'écologie, hein, le fittest only the fittest survive, c'est plus un concept d'écologie. C'est-à-dire que si vous ne le rattachez pas à l'idée que la population, si vous ne le rattachez pas à cette idée de survie du plus apte à l'idée de transmission des caractères, de descendance avec modification, vous avez absolument pas un prototype de théorie de l'évolution, quoi. La survie du plus fort, la loi de la jungle, à elle toute seule, c'est pas un concept évolutif du tout, hein. Aujourd'hui, on a tendance à l'associer à la théorie de l'évolution parce que justement, on sait que la théorie de l'évolution existe, mais il faut vous imaginer que dans un monde pré-darwinien où la théorie de l'évolution n'existe pas, juste dire le plus fort est celui qui survit,
Ça veut juste dire que c'est le plus fort qui survit. Ça ne veut pas dire forcément que ce plus fort va transmettre ses caractères à ses descendants et que ses descendants vont développer ce caractère et le transmettre aussi à ses descendants, etc., etc. L'idée de la survivance du plus fort, toute seule, sans l'idée de descendance et sans l'idée de descendance avec modification notamment, toute seule, elle ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, toute seule, on ne peut pas parler de proto-darwinisme. C'est connu. Et puis il y a aussi Samarcandi. En fait, Samarcandi, c'est vraiment ça m'a vraiment passionné ce qu'il a écrit, hein, notamment pour la gradation de la création et puis Entre 500 et 560 quand même. et 500 et Même 500. 100 ans encore avant Al-Jahiz, même Effectivement, il était beaucoup plus ancien que Al-Jahiz et il pensait que voilà, il y avait une gradation de la création depuis le schéma classique retenu des Grecs, hein, depuis des animaux et des plantes plutôt très archaïques jusqu'à l'homme intelligent. Donc, et même aussi là, hein, la dernière phrase qui m'a beaucoup intéressé, which regarded as half human, donc des moitiés humains. Alors, Arudi Samarcandi. Je crois que c'est le même que Nidami Arudi ici. Nidami Arudi, je pense que c'est le même, effectivement. Donc Arudi Samarcandi, il a vécu au XIe siècle, hein, c'est écrit là. Late 11th century. Donc c'est assez cohérent ici avec XIIe siècle du coup. Donc je pense que c'est le même, mais là pour le coup, de toute façon, enfin on est en train de dire une grosse connerie parce que les dates, on dit c'est 500, donc c'est avant Al-Jahiz. Non, c'est 500 avec le calendrier musulman. Donc Al-Jahiz en calendrier musulman, il est tout en haut, il est à 160. Voilà. Donc déjà on dit une grosse connerie, il n'a pas vécu avant Al-Jahiz, il a vécu au XIe siècle, donc il était plutôt contemporain, si on regarde du coup de Ibn Tufayl, pour le coup. Et pas loin de Toussi, et pas loin non plus de Ibn Miskawayh, donc non, on est encore en train de dire des conneries, en tout cas sur les dates. Bullshit! Bullshit! Et donc lui, il développe aussi cette idée de porosité dans la chaîne des êtres, apparemment, avec un intermédiaire entre l'humain et l'animal qu'il appelle le nas-nas, du coup. De toute façon, on n'est toujours pas sur une théorie de l'évolution, puisqu'on n'a toujours pas de mécanisme autre que l'influence divine pour justifier de ces transformations. On peut réellement parler de théorie de l'évolution qu'une fois qu'on a atteint le niveau où on s'affranchit, la théorie s'affranchit d'un être surnaturel pour expliquer que des événements arrivent. C'est pas une théorie. Quand on dit c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas une théorie. C'est juste, voilà, vous faites intervenir un élément surnaturel pour expliquer un truc que vous connaissez pas. Une vraie théorie, c'est quand on s'affranchit enfin de cet élément surnaturel et qu'on est capable d'expliquer qu'avec des choses naturelles, matérielles et observables. Donc c'est le fameux matérialisme que les religieux détestent autant d'ailleurs. C'est que finalement c'est l'arrivée de ce matérialisme dans la théorie, c'est l'injection de ce matérialisme dans la théorie qui dégage l'élément surnaturel. Plutôt très archaïque jusqu'à l'homme intelligent. Donc, et même aussi là, hein, la dernière phrase qui m'a beaucoup intéressé, which regarded as half human, donc des moitiés humains. D'accord, donc les animaux seraient considérés comme des demi-hommes. Déjà. Ouais, donc là en fait on a l'impression que voilà, donc avant d'atteindre l'homme, il y avait des demi-hommes, donc des demi-humains, donc des singes. Ouais, dire des demi-humains, donc des singes, c'est un petit peu abusé, hein, pour le coup. Là, il utilise le mot nas-nas. Je suis pas exactement sûr de ce que ça veut dire, mais enfin, on n'exclut pas quand même la possibilité qu'on parle juste de transmutation, encore une fois, hein, donc de porosité de la scala naturalis sans vraiment parler d'évolution. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est At-Tutsi, alors Nasir ad-Din At-Tutsi, iranien, qui a vécu entre 1201 et 1274. Et alors, lui, ce qu'il nous dit, je cite, « Les organismes qui peuvent acquérir les nouveaux dispositifs sont davantage variables. En conséquence, ils gagnent des avantages par rapport à d'autres créatures. Les corps changent en raison des interactions internes et externes. » Alors, ce qu'il y a de marrant dans cette citation, enfin, ce qui m'interpelle, c'est vraiment là, on touche du doigt quasiment la notion de la génétique. Il parle de variabilité,
il parle d'avantages, donc il développe encore cette idée de sélection naturelle, et il dit que les corps changent en raison des interactions internes. Alors, objection, votre honneur. Les organismes qui peuvent acquérir les nouveaux dispositifs sont davantage variables. En conséquence, ils gagnent des avantages par rapport à d'autres créatures. Je veux bien admettre que c'est une idée qui est très évolutionniste dans le concept, à savoir que là, pour le coup, ça semble pointer du doigt l'idée que, surtout le côté, en conséquence, ils gagnent des avantages par rapport à d'autres créatures. Ils gagnent des avantages par rapport à d'autres créatures parce qu'ils sont variables. C'est, encore une fois, c'est de l'écologie, c'est les opportunistes. Donc c'est même pas tellement de l'évolution, encore une fois, ça pointe du doigt le côté où les opportunistes ont plus de chances d'avoir des avantages que les créatures spécialisées. Après, les nouveaux dispositifs, c'est vrai que ça sous-entend quand même une certaine idée d'évolution. On est bien d'accord. Mais on parle surtout là de côté opportuniste. On est presque un peu comme Cuvier quand il dit les parties ne changent pas entre elles, enfin une partie ne peut pas changer sans que les autres parties changent. Est-ce qu'on parle d'une comparaison entre plusieurs espèces ou est-ce qu'on parle vraiment d'évolution? Bonne question, quoi. Et alors les corps changent en raison des interactions internes et externes. La façon dont j'interprète interaction interne comme étant de la génétique, comme étant une idée précurseur de la génétique, je veux dire, une interaction interne, ça peut tout aussi bien être ton estomac avec la bouffe. Hein. Donc là, mon petit Julien, vous essayez un peu de nous faire passer des vessies pour des lanternes, là. Hein. Mon petit Julien de 2014, vous essayez de m'entuber. Non, sérieusement. Non, là, je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont j'interprète. Et à la lecture, donc, c'est pour ça que j'étais allé partir le vérifier, à la lecture justement du paragraphe sur Tutsi de Malik et al., là, il précise quand même que dans Malik et al., pardon, il précise que Tutsi, il est quand même plus un philosophe qu'un scientifique. Il a une façon d'aborder la question de la biologie, enfin de la zoologie en l'occurrence, plus de façon philosophique que scientifique. Voilà, c'est ici, en citant Al-Akbaril de 2001. Voilà, donc il avait plutôt tendance à prendre comme il dit, il avait plutôt tendance à prendre les conclusions d'abord et puis à y coller ce qui venait dessus, à coller les faits dessus. Donc non, grosse guillemets là sur sur ce passage sur Tutsi, je suis pas du tout d'accord avec les conneries que je raconte. Alors là, c'est vraiment la génétique. C'est de la génétique, Est-ce qu'il y avait Non. vraiment une certaine idée de la génétique qui Pas du régnait à tout, l'époque? mais non, pas du tout. Ah non, pas du tout, non. C'est quand même impressionnant ce qu'il a dit. Donc, Ouais, alors on va pas tous vous les faire, les savants. Ouais, ce serait bien, ouais. Ce serait bien là qu'on arrête un peu le massacre. Tu te rends compte qu'on est qu'à la moitié de la vidéo là. Les savants musulmans qui ont parlé d'évolution, parce que, comme on vous l'a dit, il y en a un paquet. Et ils sont tous, enfin, pour la plupart, ils sont détaillés justement dans cet article qui sera dans la description. D'ailleurs, juste pour préciser, mais là donc je reprends un logo Google qui justement figure Al-Tutsi. C'est pas exactement en ligne avec ce qu'on disait au début sur le fait que ce qu'on dit les savants musulmans étaient peu connus, voire pas connus du tout. Ils sont très connus, ces savants musulmans, ils sont célébrés. Alors, ils sont essentiellement célébrés, comme le suggère très subtilement cette image, ils sont quand même essentiellement célébrés pour ce qu'ils ont fait en astronomie et en mathématiques. Mais voilà, ils sont quand même connus, ces savants musulmans, ils sont pas non plus complètement cryptiques. Mais par contre, leur contribution à la biologie a souvent été pas oubliée, mais un peu mis au placard, quoi. Donc c'est quand même bien de rappeler ce qu'ils ont fait en biologie, mais vouloir absolument. Là, on est à la limite du. Bon, c'est pas les récits du Coran, donc, mais là, on est à la limite quand même du concordisme. On tient absolument à. Je tenais absolument à voir de l'évolutionnisme tellement partout que, au bout d'un moment, voir juste le mot interaction interne, ça voudrait dire de la génétique. Non mais.
Va boire un coup, Julien. Va boire un grand verre de lait frais, hein, et puis, et puis on va en discuter calmement. Le truc, c'est voilà, quand on lit cet article, ben, on se rend compte qu'il y a un paquet de musulmans qui parlent Ouais. d'évolution, alors par opposition De près ou de loin, ou de très très loin. un peu à aujourd'hui, où au contraire, parler Ouais. d'évolution serait anti-religieux, matérialiste. Très, très, ouais. Du coup, qu'est-ce qui a motivé ces savants selon toi? Ah, et vous reprendrez bien un petit peu de subtilité? Alors la subtilité de l'illustration, Galilée devant l'Inquisition, là je vous laisse savourer quand même, je vous laisse savourer à quel point cette illustration est absolument subtile comparée. Là, c'est le moment où on va commencer à aborder le contenu du Coran et si c'est cohérent ou pas avec une idée d'évolution et surtout, est-ce que du coup, c'est pas cette possibilité, cet espace vide, on va dire, laissé par le Coran quant à l'origine des espèces vivantes, qui n'aurait pas favorisé l'émergence d'évolutionnistes parmi les savants musulmans? Mais là, ouais, je vous laisse juste admirer la subtilité, quoi. Vous reprendrez bien un petit peu de subtilité là, avec votre discussion sur l'effet des religions sur la science. C'est-à-dire que le Dieu, subhanahu wa ta'ala, Allah, il prônait, et voire même exigeait le prophète, à la réflexion. La réponse, elle est très simple. Quand tu as la civilisation entre tes mains, tu as avec la connaissance d'une part et la réflexion. Les musulmans à cette époque, ils avaient leur propre... Ils vivaient dans un âge d'or, qu'ils ont poussé avant très très loin leur réflexion. C'est pour ça que c'était cette époque, on a vachement plus de savants musulmans que maintenant. Et maintenant, on... Alors, pareil, relativiser. On va relativiser Et à l'âge d'or de la civilisation musulmane, on va dire, à l'âge d'or de l'ère musulmane, voilà, plutôt, il y a eu beaucoup, beaucoup de savants, effectivement. Est-ce qu'il y en a plus que maintenant? Pas forcément. Il y a toujours beaucoup de scientifiques aujourd'hui musulmans, et il y en a certainement beaucoup plus qu'il y en avait à l'époque. Par contre, ceux d'aujourd'hui rayonnent pas forcément de la même façon, pour la simple mais bonne raison que, à l'époque, les savants musulmans étaient au top niveau. Ils étaient au top de leur discipline, ils étaient au top de l'astronomie, ils étaient au top des mathématiques à l'époque, au top de la médecine, avec Avicenne. Donc voilà, ils étaient au top à l'époque. Maintenant, les scientifiques et les grands philosophes et les littéraires musulmans aujourd'hui, maintenant, ils sont quand même, je vais pas dire cryptiques, mais comparés à leurs équivalents occidentaux, ils sont quand même largement moins médiatisés. Voilà. Ils sont pas cryptiques non plus, évidemment, ils font des contributions, et ces contributions, si vous les cherchez sur Google Scholar, vous les trouverez. Mais comparé à la façon dont les contributions des scientifiques occidentaux sont médiatisées, voilà. Et là, ça vient d'un chercheur, moi, qui travaille en Afrique. C'est très difficile de se faire entendre quand on vient d'Afrique, quand on produit de la recherche en Afrique, c'est quand même vachement plus difficile de se faire entendre dans le monde occidental que quand tu es directement dans le monde occidental. Je veux dire, quand ton université, c'est celle du Witwatersrand, qui est quasiment imprononçable, ça vient d'un nom imprononçable. Si tu es en Afrique du Sud, les gens, ils ont un peu tendance à regarder ça. Ah bon, ça existe ça? Voilà. Donc là, je m'inscris un peu en faux quand même. Je pense qu'il y a beaucoup plus de scientifiques aujourd'hui qu'il y en a eu. J'ai pas vérifié l'information, mais je veux dire, de toute façon, il y a beaucoup plus d'universités aujourd'hui qui produisent des savants dans le monde arabo-musulman aujourd'hui qu'il y en a eu à l'époque de l'âge d'or de l'islam. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'à l'époque, c'était eux le top niveau. Ils n'avaient pas de concurrents ni de près ni de loin. Donc la culture, le savoir venait de ces savants musulmans. On est en ça, il faut peut-être le dire, on est en régression. Donc, Depuis le 15e siècle, donc, il y a de moins en moins il y a moins en moins, savants. et maintenant c'est encore pire. D'accord. Maintenant, Voilà, donc je ne suis pas spécialement d'accord avec cette affirmation. quand tu vois l'état des universités, hein, donc c'est effarant. Voilà, ce que Après, peut-être, encore une fois, il y a les universités top niveau, il y a les universités qui sont moins bonnes.
Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait que des universités top niveau, puisque de toute façon, c'était pas. Enfin, à l'époque, je parle à l'époque médiévale, les seules universités qu'il y avait étaient forcément top niveau. En tout cas, les seules dont on se rappelle aussi sont top niveau. C'est toujours pareil, il y a le biais, le fameux biais du c'était mieux avant. Hein, le biais de nostalgie, tout était mieux avant. Évidemment, les seules choses dont on se rappelle, ce sont les choses qui ont laissé leur marque dans l'histoire. On ne va pas se rappeler de toutes les petites universités ou de tous les petits savants. Et aujourd'hui, voilà, donc faut pas non plus, faut comparer ce qui est comparable. Voilà, c'est ça que c'est là où je veux en venir. C'est qu'il faudrait, et là en l'occurrence, je pense pas qu'on soit en train de comparer du comparable. J'aimerais dire aussi que le premier verset ou sourate coranique révélé par le prophète, elle prenait à la réflexion de Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc Iqra, c'est en quelque sorte l'exigence à la réflexion. C'est pas juste tu as le choix entre lire ou pas. Non, il faut le faire. Ce qu'on appelle en arabe al-amr. Mais malheureusement, parfois quand je lis certaines traductions, on ressent pas que c'est vraiment important. C'est pas lire ou il faut réfléchir, mais c'est plus c'est juste un petit détail qu'on survole. Alors que si Dieu a envoyé cette première sourate qui prenait le prophète à la réflexion, ce n'est pas pour rien. Donc, voilà, on essaye en gros de justifier pourquoi les savants musulmans de l'époque se sont permis de parler d'évolution, et notamment jusqu'à Ibn Khaldoun, d'une origine simiesque de l'homme, à l'opposé de ce qu'il y a écrit dans le récit de la Genèse, à savoir que l'être humain a été fabriqué par Dieu dans la glaise. Comment ils se sont permis en fait d'aller aussi loin, et donc l'idée ce serait que le Coran en fait invite à la réflexion. Il y a vraiment un passage, un verset du Coran qui dit, enfin non, là c'est une sourate pour le coup, si j'ai bien suivi, il y a une sourate du Coran qui dit il faut que tu réfléchisses à la création de Dieu, quoi. En gros c'est ça. Cette époque, ils étaient à mon avis, ils étaient vraiment des vrais musulmans. Ils aimaient ce qu'ils faisaient, et ils étaient en parfaite conscience et convaincus par les versets coraniques, et que c'était... Ouais, ça c'est important de préciser. Il y en a qui sont allés me dire que genre ces savants musulmans dont on parle depuis tout à l'heure étaient athées, étaient laïcs. Non, comme je l'ai dit, hein, le concept de création divine, il est toujours présent dans leurs écrits, tout le temps. Donc c'était des vrais musulmans, c'était pas des laïcs du tout. C'est que le Coran, il incite à la réflexion. Enfin, l'islam recommande la recherche de la science, l'usage de l'intelligence et de la raison. Je cite un livre de Jean Chaline qui parle de ça. Donc l'islam recommanderait la recherche de la science, vraiment. C'est non seulement le Coran, mais aussi dans la Sounate. Donc la Sounate, c'est ce qui a été dit par le prophète. Donc le prophète, par exemple, il a beaucoup prôné à la réflexion. Il faut aller chercher la science, même si elle est en Chine. Donc moi, je trouve que c'est un verset extraordinaire. Donc c'est juste... J'essaie de le retrouver. c'est juste pour te dire à quel point les gens de cette époque, ils étaient passionnés. Et même en fait, si on voit D'ailleurs, il faut aller chercher la science jusqu'en Chine. Ça me fait penser à Ibn Battuta, qui était un des premiers explorateurs, un des premiers grands explorateurs musulmans, en tout cas l'explorateur musulman le plus connu, qui a vraiment pour le coup traversé la quasi-totalité du monde musulman d'est en ouest, jusqu'en Chine notamment. Donc c'était quand même... il y a quand même des gens qui prenaient ça au pied de la lettre, hein, pour le coup. En fait, dans par exemple la dernière civilisation musulmane, donc c'était les Abbassides, donc ça a été décrit par Ibn Khaldoun, avec toutes les étapes de la création de... La dernière civilisation, je pense qu'il veut dire dernière dynastie, mais du coup la dernière dynastie musulmane, c'est les Ottomans, c'est pas les Abbassides. C'est bizarre comme affirmation.
plus haut dans la société. Il était respecté par tout le monde. Et le respect du savant, c'était quand même c'était obligatoire. Et il y avait des universités avec des cours qui étaient donnés au public Euh, gratuitement, si je... Exact, c'était pas tout à fait des universités, mais ce qu'on dit, en Des fait, places de culture, quoi. c'était des places de culture, c'est ce qu'on appelle al-madaris. C'était dans les mosquées, notamment, tout était enseigné. Donc, commençons bien sûr par la religion. Donc, la religion, les descriptions et coraniques, ou sunna. Et il y avait aussi, dans le Coran, il enseignait diverses sciences, mathématiques, astronomie, médecine, etc., etc. Donc, c'était le Al-Masjid, la mosquée, c'était pas juste un lieu de prière, mais c'était aussi un lieu pour, pour enseigner, pour faire des débats, pour débattre. Si tu as une idée, tu peux la débattre devant les gens. Et alors, puisqu'on parle du Coran, est-ce que dans le Coran, il est vraiment fait mention aussi clairement que dans la Genèse biblique Ouais. de la création, ou bien est-ce que la porte est laissée ouverte à la possibilité d'une évolution des espèces? En fait, dans le Coran, Demanda-t-il très subtilement. c'est très, très ouvert. Et c'est un sujet juste. C'est pas si ouvert que ça, non. faut quand même. Là, on a un peu exagéré quand même l'ouverture. Il y a, bon, de toute façon, on va en parler, mais je veux dire, il y a le même passage de la Genèse où il est dit que Dieu, enfin Allah, a créé l'homme à partir de la glaise. Hein. Donc, c'est pas si ouvert que ça non plus. Par contre, il y a un truc en plus, on va en parler juste après, qui laisse quand même la porte ouverte à une certaine idée de l'évolution. Justement, il est encore débattu jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas comme la Genèse biblique où c'était clair et net. Donc, voilà, il y avait la Genèse, il y avait la création de l'homme et point basta. Donc, En une semaine. en une semaine. Mais bon, maintenant, dans le Coran, peut-être on peut apercevoir une certaine Genèse biblique, mais parallèlement, il y avait aussi certaines idées, il faut le dire, certaines idées évolutives, comme par exemple la création des espèces et la recréation et la régénération de Al-Khaliqa, donc la régénération de la création. Peut-être que ça sous-entend qu'il y avait des stades de transformation, ça sous-entend qu'il y a probablement des phases d'extinction et probablement des radiations après. Donc voilà, donc c'est juste pour te dire que c'est très 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 ouvert. C'est pas vraiment fixé comme la Bible, donc je suis pas en train de critiquer la Bible bien sûr, mais c'est vraiment très ouvert. Ah ouais, finalement, sur certaines traductions du Coran, on a par exemple Allah est celui qui crée l'espèce, qui la recrée, et c'est encore de lui que vous reviendrez. Et une autre traduction de ce même verset, c'est Dieu commence la création, ensuite il la répète. Donc effectivement, on a... Alors, il y a beaucoup, là, on fait vraiment une analyse très anachronique hein, en parlant d'extinction et de radiation évolutive. Après ça, évidemment, donc déjà, ça, c'est le premier point. On a une analyse très, très anachronique de ces versets du Coran. Mais si on se remet dans le contexte, on a quand même cette idée que Allah crée et recrée. Ou que l'évolution, enfin que la création est répétée. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut bien, c'est surtout le fait que ce soit dit au présent, je pense, qui est important. C'est-à-dire que c'est pas juste Dieu a créé par le passé et c'est tout. Et ça, c'est la Bible, hein, c'est la Genèse. C'est Dieu est le créateur et il crée. Et il crée en continu. Voilà, il y a cette idée en fait de création continue qui, je pense, et là je suis toujours d'accord à peu près avec ce qu'on dit, là pour le coup, au-delà de l'analyse anachronique du verset coranique, mais il y a quand même cette idée que la possibilité d'une création en continu n'est pas exclue, ce qui de fait n'exclut pas la possibilité que les espèces changent au fil du temps. Et le changement des espèces au fil du temps, c'est l'évolution. L'évolution, ça n'est jamais que du changement d'espèces au fil du temps. Donc, l'idée de changement d'espèces au fil du temps n'est pas exclue complètement a priori par le Coran. Et ça, couplé avec le fait que le Coran, enfin les sourates appellent à la culture, appellent à étudier
le monde, pour comprendre la création du créateur, ça veut dire, enfin, tout ça mis ensemble est susceptible d'avoir créé, on va dire, un petit bouillon duquel a pu émerger justement cette idée, on va dire, de porosité dans la scala naturae qu'on a souligné plus tôt. Donc là, encore une fois, on explique ça très, très, très maladroitement et de façon très, très, très anachronique, mais je pense que l'idée de fond est là, en fait. C'est que contrairement à une lecture littérale de la Bible, où là, la possibilité d'une évolution est complètement exclue, la possibilité de changement, même sur une lecture très littérale du Coran et des sourates, elle n'est pas non plus totalement exclue. Voilà. Ça, je pense que c'est surtout là où on veut en venir. Presque une sensation. Alors, le Coran, c'est un texte qui a été écrit au VIe siècle, si je ne me trompe pas. Oui. Et on a déjà plus ou moins une forme de catastrophisme à la Cuvier. No, God! No, God, please, no! No! Donc d'un truc qui aurait été inventé. Oh putain. Ce qu'il faut pas entendre. Oh la vache. Non, là, ça fait 1h30 que ça dure. Enfin, la vidéo fait qu'une demi-heure à la base, mais là, ça fait 1h30 que je parle, là, et honnêtement, ça fait mal. Oh la vache. D'entendre encore ça sur la fin de la vidéo. Ah, du cuvierisme dans le Coran. Bah, voyons. Donc, encore une fois, analyse hyper anachronique. Les créations et les recréations, ouais, je comprends d'où j'ai tiré cette idée-là. L'idée qu'il y avait des recréations, c'est effectivement ce que Cuvier va défendre 1000 ans plus tard dans son catastrophisme, mais enfin de là à y voir une porosité encore. De là à voir une connexion, une porosité entre les deux, faut pas déconner, quoi. C'est une coïncidence. Je veux dire, l'idée d'une création et d'une recréation, elle émerge assez naturellement du registre fossile pour quelqu'un qui veut pas croire à l'évolution, comme Cuvier. Et l'idée d'une création et d'une recréation à l'époque où le Coran a été écrit, je ne sais pas exactement d'où elle a pu sortir, mais elle voulait certainement pas dire la même chose. Plus de 900 ans plus tard, donc ça ressemble pas mal. Il y a déjà un progressisme dans les idées qui est formidable. Et surtout, donc une ouverture d'esprit qui est non seulement recommandée, mais comme tu le dis, qui est même plus que recommandée. Donc. Effectivement, il y avait beaucoup. Le Coran, en fait, il était toujours derrière l'ouverture des esprits. Ok, bah, il va être un peu temps de conclure. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Bien, que finalement, bah, la pensée évolutionniste a précédé de très loin la naissance de Darwin, hein, l'évolution, ou du moins la non-fixité de... Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je pense qu'on devrait le réutiliser plus souvent, ça. Darwin, c'est ni le seul, ni le premier, et surtout pas le dernier. C'est-à-dire que voilà, tous ceux qui nous citent des passages de Darwin pour nous dire bah, Darwin il a dit que ça, donc ça veut dire que l'évolution est fausse, putain, voilà, Darwin c'est ni le seul, ni le premier, et surtout pas le dernier. Ça c'est clair que ça c'est une plaie. Des espèces existaient déjà dès le 5e siècle, donc on a parlé tout à l'heure de Arudi Samarcandi, Al-Jahiz, il y avait aussi un petit peu, alors en plus occidental, il y avait Saint-Augustin un peu qui était déjà non-fixiste, bien que... Saint-Augustin non-fixiste, sérieusement, d'où est-ce que j'ai tiré ça, quoi? Saint-Augustin non-fixiste. Genre, on est au 4e siècle après Jésus-Christ, quoi. Tu vas me dire que Saint-Augustin, il était non-fixiste. Wow. Je sais pas, peut-être qu'après je dis d'où j'ai tiré cette info, mais ça me semble un peu gros. Hein. On était plutôt sur de la dégénérescence des espèces que réellement sur de l'évolution des espèces, mais enfin... Oui, ça c'est un truc qu'il faut bien... Ouais, ça c'est important, ça, parce que l'idée de dégénérescence, elle est omniprésente à l'époque médiévale. Hein. Déjà à l'Antiquité et ensuite à l'époque médiévale. C'est-à-dire que oui, notamment chez les chrétiens, c'était l'idée que les êtres humains sont devenus de plus en plus petits, c'est-à-dire que les premiers êtres humains étaient des géants et qu'ensuite ils ont rapetissé, et que leur longévité aussi a diminué. Ça, c'était pour rationaliser le fait que dans la Bible, les premiers personnages bibliques ont des durées de vie de plusieurs centaines d'années apparemment, alors que les êtres humains aujourd'hui, ils vivent que quelques dizaines d'années. Donc ils essayaient de rationaliser tout ça en disant bah voilà, les humains étaient vachement plus grands et du coup ils vivaient vachement plus longtemps. Donc il y a une idée de dégénérescence
qui est toujours présente à peu près tout le temps dans la culture au moins chrétienne. Et je pense qu'elle est aussi présente dans la culture musulmane. Et cette idée de dégénérescence, d'ailleurs, on la retrouve chez Al-Jahiz, si ma mémoire est bonne. Donc Al-Jahiz qui nous dit, il y a des nabatéens, donc des navigateurs nabatéens, qui ressemblent à des singes dans certaines régions géographiques. Il est possible que l'air pollué et l'eau, ainsi que la poussière, ont mené à ces changements de caractère chez les Marocains. Donc déjà, bon, Al-Jahiz, qui du coup était natif de ce qui est aujourd'hui l'Irak, trouve que les Marocains sont des êtres dégénérés. Bon, évidemment, comme je le disais, le barbare, c'est toujours l'autre. Mais là, déjà, bon, le gros racisme, toujours bien saupoudré, toujours comme il faut. Mais bon, ça, encore une fois, c'est une analyse anachronique d'un texte qui date de 600 AD, hein, faut pas non plus déconner. Mais c'est surtout le côté où, voilà, on a cette idée aussi de dégénérescence, voilà, qui fait ressembler plus à des singes dans ce cas-là qu'à des humains. Donc Almasque, donc une sorte de singe. Voilà, donc cette idée de dégénérescence, elle a toujours plus ou moins flotté dans l'air aussi, mais c'est vraiment une idée. Est-ce que c'est une idée qu'on peut réellement associer au transformisme? Je sais pas. Cette idée en fait de dégénérescence, elle fait pas forcément changer les espèces. C'est-à-dire que les humains géants de l'Antiquité, c'était des humains toujours. C'est toujours considéré essentiellement, et là le mot essentiellement est très important, c'est toujours considéré comme essentiellement des humains. Leur essence est toujours humaine, mais c'est juste que c'est des humains différents. Et c'est pas d'ailleurs particulièrement une adaptation à quoi que ce soit, c'est juste vraiment de la dégénérescence. Donc là, cette idée de dégénérescence était assez omniprésente à l'époque médiévale, mais on peut pas vraiment dire que c'était un pas en avant vers un transformisme, dans le sens où ça ne changeait pas les espèces, quoi. Et d'ailleurs, ça s'oppose généralement à l'idée du fait que dans la théorie de l'évolution, je dirais pas qu'il y a une sorte de progrès, c'est pas vrai, il n'y a pas une sorte de progrès, mais il y a quand même l'idée que la génération suivante est mieux adaptée à son environnement que la génération précédente, ou alors elle s'éteint. Voilà. Donc il y a quand même une idée de s'améliorer par rapport à un contexte environnemental, et génétique, et écologique, et etc., etc. Mais il y a quand même l'idée que la génération suivante est quand même mieux adaptée, entre guillemets, que la génération précédente. Donc là, c'est complètement opposé, en fait, à l'idée de dégénérescence. L'idée était là. Même avant Darwin, avant la publication de l'origine des espèces, il y avait eu Robert Chambers en 1844 qui parlait déjà d'évolution des espèces dans Vestiges de l'histoire naturelle de la création. Donc en réalité, eh bien, l'évolution, elle était dans l'air. Et ce que Darwin y a apporté, c'est une pierre, c'est peut-être la plus grosse pierre de l'édifice évolutionnisme, mais ce n'est qu'une pierre. Et cette pierre, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'on avait un patron, l'évolution, mais on ne savait pas l'expliquer jusque-là. Et Darwin nous a dit, bah voilà comment ça marche par sélection naturelle. Et justement, Samarcandi et Al-Jahiz avaient déjà formulé des idées dans le même sens, 1000 ans avant lui. Non. Non, ils n'avaient pas cette idée de sélection naturelle. C'est largement... Là, on est vraiment en train de largement exagérer, de grossir un trait qui est très très fin dans les œuvres de Samarcandi et de Al-Jahiz. Une forme de proto-sélection naturelle, si je peux dire, de pré-sélection naturelle avant l'heure, mais qui ne marche pas, parce que juste définir la loi du plus fort sans parler ensuite de la descendance avec modification, ça fait pas une théorie de l'évolution. Voilà, tout ça était dans l'air bien avant Darwin. Même son grand-père déjà parlait d'évolution des espèces. Voilà, Erasmus Darwin parlait même déjà d'évolution des espèces. Donc il y avait un background qu'on oublie toujours quand on fait ce culte à Darwin quasiment, hein, parce que là il y a des moments. On l'a bien vu par exemple pour le bicentenaire de l'évolution. Là il y avait tout un culte autour de Darwin, mais Darwin ce n'est pas le seul, loin de là, ni le seul ni le premier. Et ça n'a pas été le dernier, heureusement. C'est pas le bicentenaire de la théorie de l'évolution, c'est le bicentenaire de la naissance de Darwin qu'on a fêté en 2009. Il faut arrêter de dire de la merde.
Un mot de la fin? Un mot de la fin, vu Strapontin. que le sujet c'est sur l'évolution, moi je trouve quand même que c'est indispensable d'enseigner l'évolution à nos enfants, dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. Je pense que c'est indispensable. Si tu vas pas, ça c'est peut-être, j'adresse ce petit mot notamment à nos frères musulmans au Maghreb, si tu vas pas connaître et décrypter l'évolution, c'est que tu peux rien faire par la suite. Tu peux pas comprendre les mécanismes biologiques, tu peux pas comprendre la biologie dans son sens large, tu peux pas comprendre la géologie. Et bien évidemment, si on a envie d'attaquer Darwin ou d'attaquer Dawkins par exemple, ou les savants actuels, il suffit d'abord de les lire. Il faut lire d'abord ces savants pour qu'on puisse les critiquer. Oui, pour avoir un avis critique, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Exactement. D'accord. Des paroles prophétiques, ma foi. Si on veut avoir un avis critique, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Non, j'ajouterais à ce que dit Abdou que voilà, si tu veux pas le savoir juste pour ta propre connaissance biologique, connaître la théorie de l'évolution, c'est quand même avoir une meilleure idée de où on vient. Et avoir une meilleure idée de où on vient, ça évite d'avoir quelqu'un d'autre qui vous raconte de où vous venez. Et notamment qui vous raconte que lui vient d'un meilleur endroit que vous. Voilà. Quand on sait que tous les êtres humains ont le même ancêtre en commun, bah immédiatement l'idée d'une race supérieure qui gouvernerait les autres s'évapore. Elle s'évapore toute seule, comme ça. Et ça plaît pas évidemment à tous les suprémacistes, quelle que soit leur couleur de peau. Et ça ne plaît pas évidemment à tous ceux qui essaieraient de gouverner les autres sous prétexte qu'ils leur seraient supérieurs. Donc voilà, si vous voulez pas être gouverné par quelqu'un qui se considère comme supérieur que vous, eh ben sachez, connaissez l'histoire de vos origines et vous ne vous ferez pas raconter des histoires de votre origine par d'autres gens. Eh bien, merci beaucoup Abdou. Merci à toi, merci à toi. J'espère que la prochaine fois on fera d'autres vidéos relatives à ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, Eh bien, au plaisir. Au plaisir, de le au refaire. plaisir, c'est vrai. Ouh. Et le vieux logo de notre chaîne. Et ça se termine sur le vieux logo de notre chaîne. Cette vidéo a déjà été bien assez longue. Ça a fait mal de revoir des vieux trucs. Putain, ça a déjà 6 ans. Vous vous rendez compte? Ça a déjà 6 ans. La vache. Que le temps passe vite. 7 ans bientôt. 7 ans, 13 mars, bah oui. Peut-être que là, au moment où vous regardez cette vidéo, ça peut être même déjà 7 ans. Waouh! Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce débunkage et pénitence. La pénitence fut lourde, la pénitence fut longue, mais je crois que c'est une des pénitences pour lesquelles je finis en meilleur état, finalement. J'avais pas dit tant de conneries que ça, mais ça méritait quand même d'y repasser du temps. Ça méritait quand même de mettre des petits sparadraps sur beaucoup de choses qui étaient fausses. Parfois même des gros sparadraps, parfois même c'était des trous béants en réalité. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!